Commun, commun, Commun. commun, commun, commun. Je m'appelle Bénédicte Grosjean, je suis ingénieure architecte de formation. J'ai ensuite soutenu un doctorat en urbanisme sur la notion de ville diffuse, que j'ai travaillé à la fois en termes de forme de territoire et en même temps en termes de processus d'urbanisation. J'ai travaillé plus en particulier sur les communs tels que les a définis et analysés Elinor Ostrom, qui nous intéresse en urbanisme, je pense, parce qu'elle traite de communs qui sont finalement très territorialisés, des communs fonciers, par opposition avec les communs numériques, les Creative Commons. Elle montre que les communs, c'est pas du tout un choix où on décide tout d'un coup de se mettre ensemble pour faire quelque chose. Et tous les communs que j'ai vus chez elle, au contraire, s'instaurent vraiment dans le conflit et dans le temps et autour d'une nécessité. Il y a quelque chose à régler, il y a une question de partage de ressources qu'il faut régler et la simple règle, on pourrait dire, de la propriété, qui serait celle qui jusque-là permet d'à peu près régenter les choses, ne le permet pas. Une deuxième caractéristique importante, c'est que ces communs, ils apparaissent finalement à chaque fois qu'il y a une dissociation entre l'usage ou le droit d'usage et la propriété. Donc je viens d'évoquer les communs numériques, c'est assez clair finalement qu'il y a plein d'usages possibles et qu'on peut inventer un système de règles où on dit un tel a le droit de regarder telle photo sur Facebook, mais un autre peut la télécharger et on peut la modifier ou pas. Et donc on instaure comme ça toute une série de règles à partir pour une donnée, pour une ressource. On parle maintenant de faisceaux de droits dans les communs. Et on décline comme ça plusieurs usages possibles en fonction des personnes. Et donc j'en arrive maintenant au territoire plus directement, avec cette notion de propriété. C'est sûr que nous, comme urbanistes, du coup, on s'interroge qu'en est-il du coup d'une propriété foncière. Et effectivement, les ressources foncières sont rivales, puisque c'est des choses matérielles finalement, et souvent non exclusives, dont il est difficile d'exclure les autres. Donc, selon Ostrom, c'est les ressources les plus difficiles à répartir et pour lesquelles monter un système qui soit juste. Ce qui m'a frappé chez Ostrom, c'est que, alors elle décrit très précisément tout le système territorial, physique, spatial, matériel dans lequel les communs s'inscrivent et les interactions entre les deux, mais elle le considère comme une sorte de substrat un peu neutre sur lequel le commun se développe et qui n'entre pas finalement dans les critères, dans les conditions. C'est comme une sorte de donnée au départ, mais ça n'agit pas sur la réussite finalement ou non d'un commun. Et donc ce qui m'intéressait, c'était de voir quels étaient les liens entre la forme spatiale du territoire et le système de règles, le système social finalement du commun. Donc il y a des liens étroits entre ces deux formes, ce qui fait que ça commence à nous concerner en tant qu'urbaniste ou architecte ou concepteur de l'espace, puisque donc Ostrom analyse comment le système de commun influence la forme du territoire. Et du coup, à l'inverse, on peut se dire que si on agit sur la forme du territoire, on agit aussi sur le système de commun. Donc voilà, j'ai identifié plusieurs types de relations. Il y a une première relation qui finalement est presque la plus rare, c'est celle où le territoire lui-même, le sol, le foncier, est lui-même le bien commun à répartir, à partager. Elle montre que finalement, c'est les plus anciens, mais c'est aussi aujourd'hui les plus rares. Il y a deux autres situations où on pourrait dire qu'on a un système à deux ressources, entre le sol, le droit du sol, le droit de cultiver, et le droit à l'eau, le droit à l'irrigation. Donc on pourrait dire qu'on a là deux ressources, et avec plusieurs manières de relier les deux systèmes. Dans certains systèmes, il y a une adéquation complète entre
le territoire physique qui devient vraiment la structure qui distribue la ressource comme un double presque de la structure sociale. Je pense au système d'irrigation dans les huertas espagnols qui sont une grande partie de Ostrom. Et puis après, il y a des systèmes encore avec 3 ressources. Et là, on commence à vraiment avoir toutes les ressources qui s'imbriquent les unes dans les autres et où les choses deviennent assez indissociables. Des systèmes à 3 ressources où il y a toujours l'eau qu'il faut répartir sur un sol avec un propriétaire. Et puis, il y a la force de travail qui vient aussi comme une ressource qui est introduite dans le système et donc avec des règles qui commencent vraiment à se complexifier et donc à imbriquer les choses. Donc d'un côté, il y a celui qui peut donner sa force de travail mais qui n'a pas la propriété du foncier. Il va produire le barrage et il a droit à l'eau et à cultiver la terre. Celui qui est propriétaire foncier, il a droit à profiter du barrage sans avoir dû participer à le construire. Et bon voilà, tout un système de règles et les choses s'imbriquent et deviennent indissociables l'une de l'autre. Donc oui, c'est vrai que la condition d'imbrication m'est apparue comme assez cruciale, déjà très récurrente à plusieurs niveaux et finalement peut-être une des conditions qui, pour ma part, m'a semblé la plus caractéristique de cette approche. Qu'est-ce qu'elle veut dire avec l'imbrication? C'est que elle montre qu'il y a un vrai, on pourrait dire, entremêlement des entreprises, comme elle dit. Les entreprises sont imbriquées à de multiples niveaux et où elle parle aussi d'entreprises polycentriques ce qui fait que personne n'est totalement maître, ne domine complètement la ressource, personne ne possède complètement la ressource et tout est dans un système polycentrique, elle utilise elle-même ce mot, de répartition des droits et des pouvoirs. Donc en fait, c'est tellement imbriqué qu'on ne peut pas les remettre ni dans un ordre comme le capitalisme où tout serait concentré finalement pyramidal, vers une seule personne, ni non plus dans un système égalitaire horizontal. Donc par exemple, dans le cas dont je viens de parler, avec les 3 ressources imbriquées, il y a un élément qui est, je trouve, assez fascinant parce qu'il est vraiment en lien avec le territoire. C'est d'ailleurs une des seules cartes, une des seules représentations qu'il y a dans son ouvrage. Elle explique avec un diagramme comment sont répartis qui a droit à cultiver quelle terre. Et elle explique que celui qui organise, celui qui est on pourrait dire le chef, enfin il l'appelle le maestro, donc c'est celui qui coordonne, qui organise, et bien celui-là, au lieu d'avoir la terre la plus facile à cultiver, comme on pourrait imaginer dans le système capitalistique, lui au contraire, il va avoir la parcelle la plus compliquée et celle où l'eau est la plus difficile à faire atteindre pour que l'eau rejoigne cette parcelle-là, c'est le plus difficile. Comme ça, il est incité à ce que tout le système fonctionne. Donc voilà, c'est un peu un exemple de cette imbrication qui me frappe, où on mélange vraiment les droits et les devoirs de chacun pour qu'on ne puisse pas les dissocier finalement son intérêt des intérêts des autres. Dans une 4e situation, c'est encore plus frappant avec les nappes phréatiques de la Californie. Ils ont même inventé un système un système de gestion de ces nappes phréatiques où la gestion territoriale se fait dans le sens contraire, on pourrait dire, du sens géologique des nappes phréatiques, pour qu'aucun acteur ne puisse gérer les intérêts uniquement de son aquifère et que ce soit vraiment impossible de dissocier son propre intérêt de celui des autres. Voilà, donc c'est là, dans ce contexte-là, qu'elle parle d'un entremêlement polycentrique d'institutions et des pouvoirs, d'où cette idée de l'imbrication. Elinor Ostrom observe, c'est pas vraiment qu'elle recherche en soi, mais elle observe qu'il y a dans certains cas des situations où ni l'entreprise privée, donc finalement la loi du marché, ni la collectivisation et la gestion par l'État, la collectivité publique,
aucun des deux n'est satisfaisant dans la gestion de certains systèmes et pour certaines ressources. L'une serait en fait, on pourrait dire, peu efficace pour fixer le juste prix, trouver les bonnes règles, etc. L'autre, le marché, oui, va, par la loi de l'offre et la demande, va arriver assez vite à cet ajustement nécessaire, mais par contre, produit aujourd'hui des injustices dans la redistribution des bénéfices qui sont tellement criantes aujourd'hui que forcément on recherche des alternatives aussi. Elle démonte une idée qui était assez classique dans l'économie et peut-être un peu classique en urbanisme aussi. C'est l'idée que l'intérêt privé serait toujours contraire à l'intérêt collectif. Et oui, je dis en urbanisme aussi parce que quelque part, on a un peu aussi l'impression que si on laisse faire les gens, ils vont forcément faire un peu n'importe quoi, n'importe où, et que l'urbanisme est nécessaire pour donner des règles. Donc elle montre qu'il y a des systèmes, donc quand ces systèmes de commun fonctionnent, et c'est presque leur définition, c'est ça, c'est quoi un commun qui fonctionne? C'est un commun où justement quand chacun agit dans son propre intérêt, selon ce à quoi il est incité pour son propre bénéfice, en faisant ces choix-là dans son propre intérêt, il est en train de faire aussi les choix qui vont dans le sens du collectif, dans le sens du renouvellement des ressources, par exemple. C'est-à-dire que le système a su s'ajuster et évoluer suffisamment pour qu'on arrive à un ensemble d'incitations finalement où chacun est incité à faire ce qui va aller dans le sens du renouvellement des ressources. Donc c'est important du coup de bien distinguer cette troisième voie parce que elle est assez différente selon moi de tout ce qui est le collectif, de tout ce qui aurait. Enfin, il y a le sens évidemment collectif dans le commun, mais ce n'est peut-être pas pour moi ce qui est le plus spécifique, parce que ça, on le retrouve dans d'autres choses, les coopératives, le communisme, si on a une échelle plus politique. Donc justement, pour les communs, ils ne mettent pas toutes les choses ensemble de manière comme ça indifférenciée et où on répartirait de manière tout à fait égalitaire. C'est plutôt un système où, au contraire, donc chacun a un rôle, chacun a des devoirs différents et aura ensuite des droits différenciés selon la manière dont il s'est impliqué. Et donc elle montre bien que les communs, du coup, portent uniquement sur ce qui est nécessaire, ce pourquoi on ne peut pas faire autrement. C'est dans ce sens-là que je disais au début, c'est pas un choix, parce que elle montre que pour tout ce qu'on peut faire autrement, on préfère le système privé. Chacun gère, chacun gère son bateau, chacun gère ses filets de pêche, mais on va organiser un système, par exemple dans les pêcheries, où on va organiser simplement qui a le droit de pêcher à quel endroit et à quel moment. Et c'est ça, c'est une organisation finalement minimale, nécessaire, mais pour le reste, chacun va pêcher ses propres ressources, enfin puiser ses ressources. Ce qui est aussi assez frappant dans les communs tels que Ostrom les décrit, c'est finalement la taille de ces systèmes qu'elle aborde, qu'elle étudie. On n'est pas du tout à une échelle où chacun se connaît et où il y a cet entre-soi qu'on peut parfois décrire, voire critiquer dans les communs. Tous les systèmes qu'elle décrit, c'est des milliers et des milliers de personnes qui gèrent des milliers d'hectares. Les nappes phréatiques en Californie aussi, ça concerne des milliers de personnes. Donc il y a vraiment une échelle très importante et le système fonctionne avec cette échelle de milliers de personnes, parce qu'on arrivait mieux à se détacher et à prendre du coup à se détacher de ses propres des conséquences que ça pouvait avoir pour soi-même et à prendre du coup des décisions plus propices à l'ensemble du système. Et donc là, les communs, on est vraiment là-dedans et encore à une échelle encore supérieure.